Bien, bonjour à tous, merci de votre présence à cet atelier. Nous allons donc évoquer dans un instant l'intelligence artificielle au service de la trésorerie. Nous sommes accompagnés Datalogue de Sarah Legendre, qui est donc une partenaire de la société Vidence, qui va intervenir sur cette présentation. M'accompagne Arnaud Gissinger, qui est notre directeur produit, et moi-même, je suis le directeur commercial et marketing de Datalogue. Un mot en introduction. Datalogue, depuis pratiquement 25 ans maintenant, propose des solutions en premier lieu autour de la payment factory, qui a évolué dans le temps vers donc la gestion des liquidités et la gestion des risques financiers. Et depuis le début, Datalogue s'attache à proposer des solutions automatisées au maximum pour satisfaire donc le travail des trésoriers. Et en créant notre filiale il y a 18 mois à Montréal, on a rencontré à cette occasion des spécialistes de l'intelligence artificielle, et entre autres la société Vidence. Nous avons décidé de signer un partenariat pour proposer une solution qui soit à même de calculer automatiquement des prévisions de trésorerie. Et une fois cet accord passé, nous travaillons maintenant depuis pratiquement 1 an sur une solution qui a vocation donc à être commercialisée courant 2023 et qui va nous permettre donc en premier lieu de générer automatiquement une codification budgétaire. Et donc aujourd'hui, on va avant tout évoquer ce premier pan, je dirais, de l'intelligence artificielle au service de la trésorerie, sachant qu'il y en a d'autres derrière. Mais l'intervention de Sarah va être sur ce pan qui nous paraît être crucial et pan qu'on maîtrise aujourd'hui totalement. Donc je passe la parole à Sarah. Ah, un petit mot quand même. Sarah, qui ne connaît pas encore Sarah? Normalement, vous devriez tous lever la main ou presque. Voilà. Donc Sarah arrive de Montréal. Sarah est prof à HEC Montréal. Et Sarah travaille depuis 15 ans dans la donnée pour les institutions financières. Tout à fait. Et le nom de la société de Sarah, c'est Vidence. Qui sait ce que veut dire Vidence? Qui parle un peu latin et est capable de traduire Vidence en français? Comme quoi, les études des humanités devraient être mises à l'honneur. Vidence, ça veut dire voyant. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est un voyant ce qui se passe, voilà. Donc Vidence, c'est un peu le voyant, et c'est un peu ça l'intelligence artificielle, non? Oui, c'est tout le potentiel prédictif qu'on peut aller tirer de l'intelligence artificielle, effectivement. Peut-être que je pourrais vous dire quelques mots sur Vidence, ma société que j'ai cofondée en 2018. Donc, nous, on est spécialisés en valorisation des données et intelligence artificielle. On est une société montréalaise de près de présentement 40 employés collaborateurs. On travaille sur des expertises variées, mais on a une très forte expérience et expertise dans tout ce qui est exploitation des données dans le secteur bancaire, la finance, l'assurance et la trésorerie corporative. D'ailleurs, depuis 2018, c'est notre premier projet sur lequel on a travaillé, c'était un sujet de trésorerie corporative. Donc, c'est vraiment comme, on adore ce sujet, puis on est très fiers de s'associer à Datalogue Finance pour développer des solutions qui vont être pertinentes pour les trésoriers. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Vidence? En fait, nous, notre cœur de métier, c'est la donnée et l'intelligence artificielle. Donc, on fait vraiment le bout en bout du besoin d'affaires jusqu'à la livraison et l'intégration dans les technologies, les processus de nos clients ou de nos partenaires. Donc, parmi nos clients, par exemple, là, dans le secteur bancaire, des assurances, on parle du Mouvement Desjardins au Québec, qui est la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord, qui a beaucoup de lignes d'assurance aussi. IA Groupe Financier Industriel Alliance, de son ancien nom, qui est une grande société canadienne aussi d'assurance, principalement. Cooperators, aussi un petit peu moins connu, peut-être un système coopératif au Canada. Et le groupe Covea en France, là, donc, avec qui on travaille également là, sur les thématiques d'intelligence artificielle pour l'ensemble du groupe, donc les marques MMA, MAF, GMF, par exemple. Donc, à ton tour. Ah.
Oui, donc ce qui est critique au niveau de l'intelligence artificielle, ça va être non pas uniquement l'algorithme, souvent c'est ce qu'on imagine en termes d'intelligence artificielle, mais c'est toute la donnée initiale qui va permettre à l'algorithme de fonctionner correctement. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, et c'est le travail en fait critique pour derrière avoir une prévision fine et fiable. Oui, puis Arnaud, pourquoi on focus aujourd'hui sur tout le travail sur l'affectation automatique, par exemple des codes budget? C'est que c'est un préalable indispensable pour la génération des bonnes prévisions de flux de trésorerie. Donc, aujourd'hui, on va gérer vos attentes. En fait, peut-être que vous voulez entendre tout de suite parler de prévision budgétaire, de prévision de flux de trésorerie, mais aujourd'hui, on parle de ce qui vient en amont et la première brique ou le premier étage de notre fusée, si on veut. Donc, pourquoi on a besoin de parler de catégories budgétaires et d'attribution par l'intelligence artificielle de catégories de codes budget, finalement, versus les codes flux qui sont plus communs, je dirais, dans tout ce qui est données de trésorerie corporative. En fait, les codes flux, hein, c'est une donnée qui s'exploite mal par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que pour amener de la richesse, on a vraiment besoin d'avoir, par exemple, les bonnes catégories. Par exemple, dépenses marketing, dépenses en salaire. On ne veut pas savoir nécessairement est-ce que c'est un chèque qui a été fait ou un virement pour un certain paiement. Ça n'a pas d'importance pour tout ce qui est génération de flux de trésorerie, mais également toute la pertinence des générations puis des prévisions qu'on va faire. Donc, pourquoi le code budget? Bien, parce qu'on arrive à avoir une structure en arborescence qui fait qu'on peut avoir des données hyper fines puis des prévisions super pertinentes pour certaines catégories budgétaires versus des prévisions plus agrégées au bon moment. Donc, on va être capable de remonter l'arbre si on veut. Évidemment, ça nous fait des prévisions qui sont beaucoup plus fiables. Nos modèles d'intelligence artificielle, le signal qu'on arrive à aller capter dans toutes les données temporelles, si on veut, là, des transactions bancaires, en fait, il est beaucoup plus fiable et beaucoup plus précis avec le code budget. C'est plus facile à analyser, puis dans le temps, les bénéfices seront beaucoup plus grands pour la trésorerie, mais également pour l'ensemble des activités de l'entreprise. Alors, peut-être le point critique quand on est trésorier, forcément, les codes flux, on les gère parce qu'on les a dans les relevés de compte, on a des codes AFB ou dans les MT 940, dans les CAMT, on a le fait de savoir si c'est un virement, un chèque, etc. Donc ça, on le gère. La grosse problématique, c'est qu'on ne gère pas toujours dans nos systèmes ou dans notre reporting la partie budgétaire, parce que parfois c'est une autre équipe qui doit le gérer, c'est le contrôle de gestion, c'est le reporting, etc., plutôt fait sur des modèles de prévision, de trésorerie indirecte. On part du PNL et puis on essaye de faire une prévision cash. Donc nous, dans les services de trésorerie, on n'a pas toujours cette information, on est assez pauvre. Et donc le gros enjeu dans un projet comme ça, c'est déjà de commencer par qualifier ces flux, de savoir voilà, si c'est de la paye, si c'est du fournisseur, jusqu'à quel détail on veut aller, est-ce que c'est du fournisseur étranger, domestique, etc. Enfin, suivant la finesse de votre reporting. Et tout l'enjeu, c'est de réussir sur chaque réalisation, sur chaque flux du relevé de compte, de qualifier, et potentiellement, quand on a des relevés de compte, en plus, on émet des lots de paiement qui sont multi-codes budgétaires. Donc, comment on fait en plus pour réussir à exploser en fait cette réalisation qui est une ligne sur le relevé de compte en plusieurs codes budgétaires. Donc, c'est vraiment l'enjeu d'un projet comme ça. Après, l'algorithme, il tourne. Voilà, on a des spécialistes qui savent faire ce genre de choses, mais la donnée brute, la donnée de base, elle est critique. Tout à fait. Puis, vous voyez comment c'est écrit gros ici. Donc, c'est corrélé avec l'importance qu'on doit apporter à la qualité de données. Donc, pour que notre intelligence artificielle soit
pertinente, soit utilisable, que la solution soit pérenne également. Ben oui, c'est correct, non, c'est bon. Pour qu'elle soit pérenne, ce qu'on a besoin, c'est des données de qualité, des données bien catégorisées, des données qui vont être cohérentes avec la réalité. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a un cycle de préparation, par exemple, un projet d'intelligence artificielle pour lequel on voudrait implanter l'IA pour la gestion de la trésorerie. Donc, ça débute par une phase de nettoyage. Donc, on prend l'historique des réalisations et on nettoie, on analyse, on s'assure que la donnée, elle est cohérente, elle est de qualité. On fait les corrections aux besoins. On a une étape de fine-tuning qui est notamment la création d'un dictionnaire, mais c'est vraiment tous les bons termes, s'assurer que, par exemple, un certain champ correspond au champ dont l'algorithme va s'attendre à avoir en entrée. Donc, on va avoir toute une partie de paramétrage ici. Ensuite, la partie de catégorisation automatique. En fait, ici, on veut s'assurer d'avoir les bonnes catégories à considérer pour notre unité d'affaires ou pour notre société. Donc, par exemple, la labellisation, s'assurer que les catégories budgétaires sont les bonnes au bon moment, puis finalement, la récupération d'un certain historique de données qu'on va vouloir obtenir. On peut passer à la prochaine page. Donc, pour le lancement d'un projet IA, ensuite, une fois qu'on est prêt, qu'on a travaillé fort sur la qualité de nos données, bien là, on est prêt à utiliser l'intelligence artificielle pour faire notre premier étage de la fusée, donc pour faire poser notre première brique de projet, qui va nous amener ultérieurement, par exemple, à tout ce qui est génération automatique de cash flow ou de la budgétisation automatique également. Donc, on a une phase d'entraînement au début. Donc, on prend un échantillon de données, on fait un entraînement, des données qui ont été qualifiées, qui ont été étiquetées, qu'on appelle dans mon domaine. Donc, on prend un échantillon. Ensuite, on s'assure de faire rouler l'algorithme sur nos données pour avoir une affectation automatique des codes budget sur, par exemple, notre entité pilote ou sur la ligne d'affaires qu'on veut tester en premier. On a une phase de traitement ensuite, s'assurer que les catégories qui ont été suggérées par l'algorithme sont bien celles qu'on veut, faire des corrections au besoin. Au besoin, on retourne un petit peu dans la phase d'exécution et finalement, et non la moindre, l'évaluation, donc s'assurer par un humain que l'ensemble des catégories budgétaires qui ont été attribuées, bien, il est pertinent. Peut-être juste, donc là, vous comprenez que on peut vous aider sur ce genre de choses, de cette première étape de catégorisation, etc. Mais je vous encourage aussi énormément pour gagner du temps par la suite, parce que c'est des projets de long terme. Une prévision budgétaire, il faut avoir plusieurs mois, voire plusieurs années. Certains vont dire 3, voire 5 ans d'historique idéalement. Donc je vous encourage le plus possible, si vous voulez rentrer dans ce genre de démarche, à commencer dès maintenant, même si vous n'avez pas un projet totalement identifié, de commencer à qualifier vos flux avec ces codes budgétaires, etc., pour vous faire gagner du temps. Là, on travaille avec 2 clients pilotes sur justement tout ce sujet-là. On est parti de rien. Il n'y avait pas du tout de code budget, etc. Donc, on est parti de rien. On qualifie tous leurs flux. Mais ce que montrera aussi Sarah juste après, c'est une fois qu'on a fait cette qualification, on travaille les erreurs, il y a tout ce machine learning, ce retravail pour qualifier la base. Mais si vous avez déjà une base où vous avez les codes budget, forcément, c'est du temps gagné pour un projet futur, pour une implémentation beaucoup plus rapide. Donc, n'hésitez pas surtout à commencer dès maintenant, parce qu'on l'a vu avec la crise du Covid. Souvent, c'est en urgence, au moment où il y a une crise, que notre CFO vient nous voir en disant maintenant, je veux mon information, qu'est-ce qui se passe dans 2 mois, dans 3 mois, est-ce que je passe ou est-ce que j'ai un problème? Effectivement, puis des données de qualité, vous allez toujours être gagnant d'en avoir. Là, donc, de tout le temps chercher à s'améliorer au niveau des données, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, c'est garbage in, garbage out. On ne peut pas s'attendre à brancher une IA sur des données qui ne seront pas de qualité puis avoir des résultats fantastiques. C'est impossible. Donc, vraiment, c'est le travail de fond. C'est le travail souvent le plus difficile. Mais après ça, c'est là qu'on a un retour sur investissement dans les scénarios futurs. Oui.
Donc, en termes de bonnes pratiques, justement, on parle de la qualité des données. Vous voyez, j'en ai parlé plusieurs fois là, dans cette brève intervention, mais en fait, pour avoir une IA pertinente, en fait, il faut penser personnalisation. Il faut penser même hyper-personnalisation. Auparavant, là, quand on était, par exemple, en service client, un vendeur pouvait connaître chacun de ses clients et savoir exactement qu'est-ce qu'il voulait. Bien, en fait, l'IA va nous apporter ça. Donc, il faut vraiment arrêter de penser dans des agrégations. Il faut penser vraiment dans de la personnalisation. On dit qu'on a autant d'IA que de clients. En fait, c'est l'algorithme qui va permettre de capter ces informations super personnalisées à l'intérieur de nos données. Ensuite, l'adaptation. Souvent, il y a eu beaucoup de déceptions dans les dernières années. En tout cas, en Amérique du Nord, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait fausse route, qui ont investi beaucoup d'argent dans leurs projets d'IA sans retombées concrètes. Bien, en fait, c'est qu'on avait tendance à penser que l'IA allait régler tous les problèmes, puis qu'on en prenait une solution qui était disponible sur le marché, on branchait ça directement, puis on ne faisait pas d'amélioration ensuite. Donc, c'est faux, ça aussi. Donc, on a des briques de base, on a un système de base qu'on peut mobiliser, mais ensuite, ce qui va amener vraiment de la véritable valeur, c'est une légère phase de personnalisation. Donc, s'assurer que l'algorithme apprend bien des données sur lesquelles on a besoin de travailler. Une phase d'évaluation, évidemment, on a plusieurs outils qui nous viennent beaucoup de la statistique. S'il y a des gens qui avaient fait des cours de statistique dans le passé, peut-être que vous en connaissez déjà certains, mais ces outils-là sont indispensables pour s'assurer que la solution, mais elle perdure dans le temps, elle soit toujours performante, pertinente, qu'elle ne génère pas trop de faux positifs, faux négatifs. Par exemple, mal classifier une transaction à répétition, qui aura un impact de plus en plus important dans le temps. Donc, on a des métriques pour ça et faire des corrections. Donc, une IA, il faut toujours la surveiller, il faut en prendre soin. Donc, il faut s'assurer qu'elle est toujours pertinente. Et peut-être juste, c'est important ce que tu dis dans le sens où pourquoi on a choisi de travailler avec Vidence, c'est parce que au Canada, donc c'est vraiment un hub de l'intelligence artificielle. Chez Vidence, il y a plusieurs doctorants, plusieurs PhD, etc. Ouais. Enfin, des gens qui sont vraiment spécialisés. On a plusieurs Français aussi. Aussi, il n'y a pas que des Canadiens. Voilà, des gens qui sont vraiment au top dans le domaine. Et c'est pas juste un algorithme, comme je disais, c'est aussi un travail humain. De s'assurer de qualifier la donnée, de faire tout ce travail de nettoyage et après de faire vivre l'algorithme parce que les paramètres ils peuvent changer, etc. Donc il y a une partie de machine learning, mais la machine aujourd'hui ne peut pas encore tout. Donc c'est important qu'on ait ces spécialistes qui puissent toujours ajuster, surveiller et voilà, c'est pour ça qu'on ne voulait pas forcément, de notre côté, prendre une solution totalement sur étagère en disant le client il branche et puis ça marche. On a un travail un petit peu plus fouillé d'analyse, etc. en amont. Ce n'est pas forcément des projets gigantesques, mais par contre, il y a vraiment ce travail qualitatif humain qui permet ensuite d'avoir le bon résultat. Donc, un petit exemple ici, je ne veux pas vous donner un cours de statistique aujourd'hui, mais un petit exemple d'un outil qu'on utilise beaucoup. Par exemple, justement pour l'attribution des codes budget, c'est une matrice de confusion. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que nos prédictions soient cohérentes avec la réalité. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir toutes nos données dans la diagonale et non en périphérie. Donc, ça, c'est un exemple réel vraiment d'une situation avec un client mystère de notre solution algorithmique. Donc, vraiment, on utilise des outils statistiques pour s'assurer d'avoir des bonnes prédictions qui vont être le moins d'erreurs possible, parce qu'on gère l'erreur toujours en statistique. Je n'ai pas été trop longue, c'était ma crainte de passer trop de temps sur le volet statistique. Donc, à ton tour, Merci Christian. Sarah, Arnaud. Juste pour dire là, ce qu'on vient de voir, donc, les essais qu'on a pu faire, les tests qu'on a pu faire ont été extrêmement positifs et on a eu des résultats au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, ce qu'on voulait vous passer comme message juste en conclusion, c'est que l'intelligence artificielle au service de la trésorerie vise à optimiser l'analyse et les décisions des trésoriers. Et cela sur 2 points déjà. Par une simplification. Donc cette simplification, on va la retrouver dans le fait qu'on va gérer des tâches avec cette approche qui ne seront plus à gérer par le trésorier. Mais c'est également la
possibilité et l'objectif d'avoir des budgets qui, au fil du temps, soient d'un niveau extrêmement précis et performant. Et bien entendu, une fois qu'on a évoqué ces deux aspects, il y a un aspect ROI qui est évident derrière et qui amène un retour sur investissement important sur ce type de projet. Le deuxième point concerne l'accélération, je dirais, de cette problématique d'analyse et de décision dans le temps. Plus on va avancer, plus on va avoir de données. Plus on va avancer et on va injecter des données qui pour certaines seront des variables et de nouvelles variables. Et vous l'avez compris, il va y avoir toute une phase d'adaptation puisque c'est par itération qu'on va avancer. Et au fil des mois, on ne va pas repartir de zéro, mais à chaque fois, on va adapter sur ce qu'on a fait précédemment. Donc une fois qu'on a dit ça, ça va amener un certain nombre de conséquences, et je dirais positives. La première d'entre elles, vous l'avez compris, c'est la qualité des budgets. La deuxième va porter sur la capacité qu'on va avoir à optimiser nos négociations avec les banques. Bien entendu, nos équipes en trésorerie vont se trouver à travailler sur des tâches à forte valeur ajoutée et vont laisser ce qui est souvent avec moins de valeur ajoutée et source de problèmes, un certain nombre de tâches. Et il faut comprendre aussi qu'on peut, avec ce type d'approche, impacter également la partie logistique, la partie stock, à partir du moment où on va aller chercher de l'info qu'on va analyser et qui vont pouvoir nous aider en termes d'anticipation. Alors une fois qu'on a dit tout ça, vous l'avez compris aujourd'hui, c'était aussi notre message. Ceci va être possible à partir du moment où on fait ce travail préalable de nettoyage de la donnée et tout ce travail de catégorisation qu'on a évoqué aujourd'hui. Et sachez qu'on peut d'ores et déjà, avec vous, travailler sur un service autour de cette partie-là et qu'on sera à même de proposer au travers de prestations de services associées à un outil sur lequel maintenant on a l'habitude de travailler et qui permettra de travailler déjà sur cette première partie de l'intelligence artificielle au service de la trésorerie. Merci. Merci. Merci.